Au milieu du conflit le plus dévastateur du XXe siècle, l'Allemagne a développé une structure de recherche et innovation sans précédent. Au-delà du domaine militaire, le régime national-socialiste a également donné naissance, directement ou indirectement, à des innovations dont l'ampleur et la pérennité surprennent encore aujourd'hui. La populaire boisson gazeuse Fanta a été créée dans l'Allemagne nazie comme alternative au Coca-Cola, suite à l'embargo commercial. La vision nocturne, technologie clé des opérations modernes, a trouvé ses premières applications pratiques dans les chars et les armes du Troisième Reich. Le concept de module intramodulaire, fondamental pour la fabrication industrielle moderne, a été exploré pour optimiser la production de guerre. Des éléments culturels et sportifs sont même nés ou institutionnalisés à cette époque. La torche olympique, devenue un symbole mondial, a été introduite aux Jeux olympiques de Berlin de 1936 dans une scénographie conçue par l'appareil de propagande nazi. Par ailleurs, la rivalité entre les frères Dassler a également été évoquée. Collaborateurs du régime ont donné naissance aux marques Adidas et Puma, icônes du sport contemporain. Ces exemples démontrent que malgré l'autoritarisme, des évolutions ont prospéré dont l'influence perdure bien au-delà de la fin du Troisième Reich. Volkswagen Coccinelle, la voiture née sur ordre d'Hitler. En 1934, le gouvernement allemand cherchait une voiture abordable et accessible à toutes les familles. Hitler en confia la conception à Ferdinand Porsche, qui travaillait sur des véhicules depuis un certain temps. L'objectif était de créer une voiture simple, économique et fiable. La même année, un accord fut signé avec l'association automobile allemande pour lancer le projet. La voiture fut baptisée KdF-Wagen, d'après le programme « La force par la joie » du régime. Son prix devait être inférieur à 1000 marks afin d'être accessible à tous. Au cours des années suivantes, Porsche et son équipe peaufinèrent le design. En mai 1938, ils organisèrent un grand événement à Fallersleben. Hitler posa la première pierre de l'usine qui allait fabriquer la voiture. Ce lieu devint plus tard une ville entière, plus tard nommée Wolfsburg. Lors de cet événement, il fut annoncé que l'usine ne se contenterait pas de produire des voitures, mais servirait également à promouvoir l'idée d'une Allemagne moderne. La voiture n'était pas seulement un moyen de transport, elle contribuait aussi à l'image que le régime souhaitait projeter en Allemagne et à l'étranger. Lorsque la guerre éclata, le modèle civil fut abandonné. Le design fut adapté pour créer des véhicules à usage militaire. Parmi ceux-ci, la Kübelwagen, un véhicule à propulsion de type Jeep, fut utilisé sur plusieurs fronts. Ils lancèrent également la Schwimmwagen, un véhicule amphibie capable de traverser rivières et lacs. Pendant toute la guerre, pas un seul exemplaire ne fut vendu au public. Toute la production fut destinée à l'armée. Bien que des milliers de personnes aient payé d'avance pour la voiture civile, elles ne la reçurent jamais. La priorité était donnée au front. À la fin de la guerre, l'usine resta aux mains des Britanniques. Plutôt que de la fermer, ils décidèrent de poursuivre avec le modèle déjà conçu. Dès lors, la production de la voiture qui allait devenir la Volkswagen Coccinelle commença. Cette voiture, née d'un projet du régime, devint l'une des plus vendues au monde. Son design il est resté en service pendant des décennies et a été fabriqué dans plusieurs pays. Son moteur arrière, sa forme arrondie et sa sonorité distinctive l'ont rendu reconnaissable dans le monde entier. Ce qui n'était au départ qu'une commande du Troisième Reich est finalement devenu un symbole du transport civil. Bien que ses origines soient directement liées à la dictature, la Coccinelle a connu une seconde vie après la guerre, n'étant plus destinée à la propagande ni à des fins politiques. La torche olympique, une invention nazie toujours vivante. En juillet 1936, le feu fut allumé à Olympie grâce à un miroir Zeiss. Une femme vêtue d'une robe blanche alluma la torche grâce à la lumière concentrée du soleil. De là, elle commença son voyage de plus de 3000 km jusqu'à Berlin. L'idée du relais est venue de Karl Diem, l'organisateur des Jeux. Il s'est inspiré de rituels grecs antiques, bien qu'ils n'aient jamais existé. Il prévoyait que plus de 3300 personnes couraient 1 kilomètre chacune pour porter la flamme. Dès le début, le gouvernement nazi l'a utilisé comme élément de sa campagne d'image. Goebbels a fait en sorte que tout soit enregistré et diffusé à la radio. Leni Riefenstahl a également filmé des parties du parcours pour son documentaire. Les torches furent fabriquées par la société Krupp.
Elles étaient en acier et transportaient un combustible résistant au vent et à la pluie. Le miroir utilisé pour allumer la première torche était fabriqué par Zeiss Optics. Le parcours traversa la Grèce, la Bulgarie, la Yougoslavie, la Hongrie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. En Autriche, la torche fut accueillie par des saluts et des drapeaux nazis. Le voyage se déroula du 20 juillet au 1er août, date à laquelle Fritz Schilgen entra dans le stade et alluma la vasque. Hitler participait à la cérémonie d'ouverture ce jour-là. Schilgen fut choisi non pas pour ses performances sportives, mais parce que son style de course correspondait à l'image que le régime voulait donner de lui. L'objectif de l'événement n'était pas sportif. Il cherchait à associer l'image de l'Allemagne nazie à celle de la Grèce antique, à se faire passer pour les héritiers de cette culture. Il voulait montrer au reste du monde leur organisation, leur puissance et leur unité. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un geste pacifique et novateur, mais en réalité, il s'agissait d'un coup monté destiné à diffuser le message du régime à l'aide de symboles, de caméras et des médias. Tout cela était soigneusement planifié pour renforcer la propagande nazie. Après 1936, le relais de la flamme olympique fut répété à chaque édition des Jeux olympiques. Bien qu'initialement une mise en scène créée par le régime, il devint au fil des ans un élément du rituel olympique officiel. Basket Regime, la véritable histoire d'Adidas et de Puma. Dans les années 330, deux frères, Adolf et Rudolf Dassler, possédaient une usine de chaussures de sport à Herzogenaurach, en Allemagne. Ils y produisaient des baskets dans une entreprise familiale qu'ils partageaient. Lors des Jeux olympiques de Berlin de 1936, Adolf Dassler fit en sorte que l'athlète américain Jesse Owens puisse concourir avec ses baskets. Owens remporta plusieurs médailles, ce qui fit connaître l'usine dans le monde entier. L'entreprise opérait sous le régime nazi. Comme beaucoup d'autres entreprises allemandes de l'époque, elle fabriquait également des produits pour l'armée. L'entreprise resta active pendant toute la guerre. Les deux frères étaient membres du parti nazi. Leur usine continua de fonctionner pendant le conflit, produisant des bottes et d'autres articles pour les forces armées. La collaboration avec l'armée faisait partie de leur quotidien. Mais au milieu de la guerre, des disputes éclatèrent entre eux. La relation d'Adolf et de Rudolf se détériora. Après la fin du conflit, chacun prit son chemin et décida de créer sa propre entreprise. Adolf fonda Adidas. Il utilisa les premières lettres de son prénom et de son nom pour nommer la nouvelle entreprise. Il resta dans la même ville et créa sa propre usine. Rudolf traversa la rivière et créa une nouvelle entreprise. Initialement appelée Ruda, elle prit plus tard le nom de Puma. Il se consacrait également aux chaussures de sport. Les deux marques sont nées dans la même ville et provenaient de la même famille. Mais dès lors, elles sont devenues des rivales directes. La querelle entre les frères a même provoqué la rupture de voisins. Au fil du temps, Adidas et Puma sont devenus deux des plus grandes marques de sport mondiales. Leurs origines remontent pourtant à la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elles travaillaient encore ensemble dans la même usine. Les baskets portées par Jesse Owens en 1936 étaient fabriquées par elle, avant même l'existence de l'une ou l'autre marque. Cette usine Dassler a marqué le début de tout ce qui allait suivre. Durant leurs premières années, Adidas et Puma connurent une croissance rapide. Elles utilisèrent leurs contacts, leur expérience et les modèles qu'elles connaissèrent déjà pour créer de nouveaux produits. Les fondations étaient les mêmes que celles utilisées sous le régime. Bien qu'elles aient ensuite pris leur distance avec leur passé, les deux marques ont vu le jour au même endroit, en pleine guerre, sous un gouvernement qui les intégrait à son système industriel. Aujourd'hui, elles se considèrent comme rivales de toujours, mais l'histoire a commencé avec deux frères qui partageaient une usine, des idées et des baskets, et tout a commencé dans l'Allemagne nazie. Le clou de Künscher, l'outil médical qui a changé la guerre. En 1939, le médecin allemand Gerhard Künscher a mis au point une méthode innovante pour réparer les fractures des os longs. Il a utilisé un tube d'acier placé à l'intérieur du canal osseux pour le maintenir fermement pendant sa cicatrisation. Cette tige métallique était ensuite insérée directement au centre de l'os endommagé. Auparavant, lorsqu'une personne se cassait le fémur ou le tibia, la méthode la plus courante consistait à la laisser allonger pendant des semaines, l'os étant étiré par un système de poulies et de poids. Cette méthode n'était pas toujours efficace, et il fallait beaucoup de temps pour que le patient puisse remarcher.
Grâce au clou proposé par Küncher, l'os fracturé était fixé de l'intérieur. Cela l'empêchait de bouger et permettait au corps de le rattacher sans avoir à immobiliser le patient trop longtemps. C'était complètement différent de ce qui avait été fait jusqu'alors. Le concept était simple. Une tige métallique percée de fentes à ses extrémités, insérée par une petite incision chirurgicale. À l'aide d'outils spéciaux, les médecins l'introduisaient dans l'os fracturé et la laissaient en place pour servir de support. Küncher présenta son invention dans les hôpitaux militaires, mais au début, elle ne fut pas retenue. Acceptée par tous, de nombreux médecins croyaient encore que les os ne pouvaient guérir que s'ils étaient laissés intacts. Cependant, sa technique s'est rapidement révélée plus efficace que les techniques précédentes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande commença à utiliser cette méthode sur les soldats blessés. Ceux qui se fracturèrent la jambe pouvaient se remettre sur pied en quelques semaines, ce qui semblait alors impossible. C'est ce qui conduisit à l'utilisation croissante du clou. Pendant ce temps, dans d'autres pays, l'invention passa un temps inaperçu. Mais à la fin de la guerre, les médecins alliés constatèrent les résultats et commencèrent à copier la technique. Bientôt, le clou centromédulaire devint courant hors d'Allemagne. Le modèle de Küncher servit de base à de nombreux autres dispositifs similaires qui suivirent. Dès lors, la chirurgie des fractures prit un tournant radical. Il n'était plus nécessaire de maintenir les patients alités pendant des mois ni d'utiliser des plâtres immobilisant la moitié du corps. De plus, cette méthode contribua à réduire les complications. La mobilité plus rapide des blessés diminua le risque d'infection, de caillots sanguins et de perte de masse musculaire. Tout cela conférait à cette invention une place importante dans l'histoire de la médecine. Bien que créé en pleine guerre, le pic Küncher n'était ni une arme, ni un véhicule, ni un radar. Il a néanmoins permis à des milliers de soldats allemands blessés de retourner au front ou de se rétablir sans être handicapés. C'était un outil utilisé pour maintenir les troupes sur pied. L'idée d'insérer une tige métallique dans un os semblait risquée, mais en pratique, elle s'est avérée plus efficace que toutes les méthodes précédentes. Cela a conduit à son utilisation généralisée non seulement en Allemagne, mais aussi dans les hôpitaux civils d'autres pays après le conflit. Aujourd'hui, la technique a évolué, mais l'idée de base reste la même. Le clou inventé par Küncher a marqué le début de ce que l'on appelle aujourd'hui la fixation interne. Son invention fait partie intégrante du traitement moderne des fractures. Ce qui n'était au départ qu'une solution pour accélérer la guérison des soldats s'est avéré être une véritable avancée en médecine générale. Et même si peu de gens le savent, cette avancée est née dans un bloc opératoire au cœur de l'Allemagne nazie. Le 561 et le Reichenberg, de la bombe volante au missile suicide piloté. On pourrait dire que l'origine du feinte 1 remonte à l'apparition d'un moteur performant. Car sans moteur performant, personne n'aurait probablement imaginé une bombe volante, ou même si tel avait été le cas, personne ne l'aurait prise au sérieux. Ce qui a tout changé, c'est l'existence d'un moteur simple, bon marché et capable de fournir une puissance suffisante. Ce développement a débuté en 1927 et 1928 lorsqu'un expert en aérodynamique du nom de Paul Schmidt a imaginé un moteur à impulsion. L'idée n'était pas si compliquée pour quelqu'un qui avait déjà eu cette inspiration. Il s'agissait d'un tube muni d'une grille à lamelles qui s'ouvrait et se fermait à l'admission, ainsi que d'un système d'injection d'essence et d'une bougie d'allumage pour l'allumage. Ce type de moteur présentait quelques inconvénients. Tout d'abord, il ne pouvait pas se maintenir à des vitesses inférieures à 300 km/h, ce qui le rendait impossible à démarrer à l'arrêt comme un avion classique. Il ne pouvait ni accélérer ni ralentir. Il fonctionnait à une vitesse fixe, grimpant de 300 à sa vitesse maximale de lui-même. Une fois sa vitesse idéale atteinte, il continuait à cette vitesse sans changer de vitesse. Il était également inutile au-dessus de 2000 mètres, car l'air commençait alors à se condenser et le moteur tombait en panne. Après 30 à 45 minutes de vol, les soupapes étaient brûlées et endommagées, et l'avion perdait son moteur. Ainsi, bien que ce mode de propulsion soit assez ingénieux, il semblait peu utile en aviation ordinaire. Cependant, en 1934, le professeur Schmidt lui-même proposa qu'un tel moteur puisse propulser une torpille aérienne. Mais cette suggestion ne semble pas avoir reçu beaucoup d'attention. En 1938,
le ministère allemand de l'air commença à s'intéresser plus sérieusement à la question des moteurs à réaction et pour ne manquer aucune opportunité, il chargea la société Argus de fabriquer un moteur similaire à celui conçu par Schmidt. Argus le produisit, atteignant une poussée d'environ 300 kg et le livra au ministère. Ils le testèrent un peu, l'analysèrent et, voyant que l'armée bricolait déjà des missiles à Peenemünde, décidèrent que l'armée de l'air devait également s'impliquer, mais avec plus de puissance. Ils firent donc appel à la société Fieseler pour proposer un projet. Fin 1941, l'ingénieur en chef Lusser soumit quelques croquis. Après mûre réflexion, ils autorisèrent le développement de la bombe volante le 19 juin 1942. Pour tromper les esprits, ils la baptisèrent officiellement Flakzielgerät 76, un nom qui faisait penser à une cible d'entraînement pour canons anti-aériens. Fieseler la baptisa Fi 103 comme tous ses modèles, mais peu utilisèrent ce nom. Dans le sud de l'Angleterre, la bombe commença à être surnommée Doodlebug. Au même moment, la société Argus fut chargée de produire le moteur et la société Walter, experte en fusées et carburants, fut chargée de trouver un moyen de lancer l'engin au-dessus de la Terre. Le FZG-76 a été lancé à 300 km/h du sol afin de rester en l'air. Le projet a progressé assez rapidement. Le premier lancement réussi du FZG-76 a eu lieu le 24 décembre 1942 à Peenemünde. De nombreux essais ont échoué jusqu'à ce que les problèmes soient résolus un à un. La conception finale du FZG-76 était un avion à aile droite dont le moteur à impulsion était monté haut à l'arrière du fuselage et de la gouverne de direction. À l'intérieur du fuselage, de l'avant vers l'arrière, se trouvait une hélice mesurant la distance parcourue, une ogive contenant 850 kg d'explosifs et 3 types de détonateurs. Un réservoir de 570 litres d'essence bon marché à indice d'octane 75, 2 bouteilles d'air comprimé alimentant le système de contrôle de l'empennage et de l'altitude, une batterie de 30 volts avec 42 éléments, un gyroscope principal ainsi que les cerveaux et les commandes automatiques. La procédure était la suivante. Le réservoir était rempli, une batterie chargée était connectée, de l'air comprimé était versé dans les cylindres, puis l'appareil était transporté dans une zone exempte de métal pour calibrer la boussole et régler le cap vers la cible. Il était ensuite placé sur une rampe de lancement. La rampe était un long tube fendu d'environ 45 mètres de long, divisé en sections jointes par des boulons et monté sur une base en béton et en acier avec la pente appropriée. Le tube était ouvert aux 2 extrémités et son extrémité arrière était munie d'une fermeture à baïonnette. Un gros piston en forme d'haltère y était inséré, traversé par une ailette. Un tube d'étanchéité flexible y était placé pour éviter les fuites. Au-dessus du tube se trouvait un chariot qui soutenait le missile et reposait contre l'ailette du piston. Un chariot contenant une chambre de combustion et des réservoirs de peroxyde d'hydrogène et de permanganate de potassium était ensuite fixé, ainsi que 3 bouteilles d'air comprimé. Ce chariot était relié à l'arrière du tube par un système de verrouillage. Près de la rampe, le bloc de distribution était installé sur un support métallique. D'autres bouteilles d'air, des manomètres et des vannes géraient l'air comprimé qui alimentait le moteur au démarrage et actionnait le robinet d'essence. Un transformateur avec une bobine envoyait également le courant à la bougie d'allumage par un câble flexible. Une fois le missile sur le chariot et fermement fixé au piston, les opérateurs se rendaient dans un abri proche et de là déclenchaient la séquence de tir. De l'air était soufflé dans le moteur pour simuler le vol et une étincelle était produite pour allumer la bougie. Après environ 7 secondes de préchauffage, les soupapes du chariot arrière s'ouvraient, les réactifs étaient alors mélangés et un jet de vapeur surchauffée était généré dans la chambre de combustion. Le piston, maintenu par une goupille qui se brisait sous la pression, commençait à se déplacer le long du tube, poussant le chariot et le missile vers l'avant. La pression de la vapeur poussait le tube d'étanchéité pour fermer l'espace. Le missile était lancé à plus de 400 km/h. Arrivé au bout de la rampe, le piston s'envolait, le chariot se libérait et le missile poursuivait sa course seul, suivant la même pente que la rampe et gagnant de la vitesse. Chaque site disposait de plusieurs pistons et de 2 chariots de combustion. Pendant que l'un était en service, l'autre était en préparation. À la fin de chaque lancement, la base tachée de produits chimiques était nettoyée avec des combinaisons spéciales et des bottes en caoutchouc.
Après le déploiement massif de la bombe volante, une version encore plus risquée fut testée. La même structure que le Phi-103 fut adaptée pour inclure un cockpit, des commandes de base et un siège harnais. Ce modèle, baptisé Reichenberg, était conçu pour être guidé vers la cible par un pilote. Le principal changement consistait à remplacer le système automatique par un cockpit manuel. Le réacteur était toujours l'Argus AS-014, monté au-dessus du fuselage, mais l'espace intérieur fut réorganisé pour permettre l'accès à une seule personne. Il était dépourvu de trains d'atterrissage et de véritables dispositifs d'évacuation. Les essais commencèrent en 1944. Des versions d'entraînement sans charge explosive furent préparées. Pour les lancer, des bombardiers Heinkel E-111 furent utilisés qui larguèrent l'avion depuis les airs. Certains pilotes réussirent à stabiliser leur vol après le crash et à rester en ligne droite. Mais les résultats furent instables. Le cockpit était très exigu, il n'y avait pas de place pour les commandes détaillées ni pour les mécanismes de sécurité. Bien qu'un siège éjectable pût théoriquement être installé, aucun siège fonctionnel ne fut jamais mis en place. Piloter l'avion revenait à supposer que l'impact serait définitif. Les volontaires provenaient d'une unité appelée Leonidas, rattachée à la Luftwaffe. Ils reçurent une formation sur planeur simple avant de passer au Phi-103R. On ne leur avait pas dit qu'il s'agissait d'un attentat suicide, mais ils savaient qu'ils n'avaient aucun moyen de revenir en arrière. En pratique, ils tentèrent un atterrissage en planeur, mais la conception ne le permettait pas. L'idée derrière le projet était la suivante: toucher les cibles avec plus de précision. La présence d'un pilote éliminait les déviations du V, un original. La bombe atteignait directement la cible, guidée visuellement. Cependant, cela dépendait de la visibilité de l'avion et de son aptitude à atteindre la zone sans être intercepté. Plus de 170 Reichenberg furent construits. Ils furent stockés, prêts à l'emploi, mais ne furent jamais déployés au combat. Le commandement suprême de la Luftwaffe, bien qu'autorisant les essais, n'approuva jamais leur utilisation en opération réelle. Les avancées alliées firent qu'ils ne furent pas livrés à temps. Contrairement à d'autres armes, cette version pilotée du Phi-103 resta un prototype. Son existence témoigna du désespoir du haut commandement, qui recherchait une précision extrême au prix de la vie du pilote. Le programme fut arrêté sans qu'une seule attaque n'ait été lancée avec cette variante. Le projet Fin 2 de Peenemünde à Londres. En octobre 1942, les Britanniques purent observer une photo aérienne montrant un vaste banc de sable artificiel sur l'île d'Usedom, au large de la Baltique. Au sommet de cette base, ils avaient installé ce qui semblait être une plateforme en béton et à côté, un complexe de bâtiments. Cette image fut l'un des premiers indices concrets que l'Allemagne préparait quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que là, à Peenemünde, était en cours de développement ce qui allait devenir le premier missile balistique au monde. La fusée en construction était l'A4, plus tard connue sous le nom de V2, l'étape suivante après le V1. Le projet avait débuté bien plus tôt, dans les années 1930, avec une équipe dirigée par Werner von Braun, un jeune ingénieur aux idées très en avance sur son temps, travaillant pour l'armée allemande. L'objectif était de développer un missile capable de voler hors de l'atmosphère, de se déplacer de manière autonome et d'atteindre des cibles à des centaines de kilomètres. Dès le départ, le plan était ambitieux. Il voulait que la fusée s'élève par ses propres moyens, suive une trajectoire programmée sans guidage extérieur et emporte une lourde charge explosive. Pour y parvenir, von Braun et son équipe se sont concentrés sur 3 points clés: un moteur suffisamment puissant, un système de contrôle fiable et une structure capable de résister à la pression du voyage. Le carburant utilisé était un mélange liquide d'alcool et d'oxygène liquide. De puissantes pompes étaient nécessaires pour déplacer ces 2 éléments vers la chambre d'explosion. Ce système était alimenté par des turbines actionnées par la vapeur générée par une réaction entre le peroxyde d'hydrogène et le permanganate de sodium. Une fois allumé, le moteur libérait des gaz brûlants qui jaillissaient à grande vitesse par une tuyère, propulsant la fusée vers le haut. Pour éviter toute déviation de trajectoire, la fusée était équipée d'un système de gyroscope indiquant sa direction et de petits ailerons rotatifs assurant sa stabilité. Un système de gouvernail logé dans le réacteur permettait également de maintenir le cap de l'avion au décollage.
Plus haut, en vol, des surfaces mobiles à l'arrière de la fusée permettaient de corriger les légers écarts. La structure de la fusée était en métal, avec une forme aérodynamique lui permettant de pénétrer l'air avec moins de résistance. Elle était surmontée d'une ogive explosive pesant près d'une tonne. Le reste du corps abritait le moteur, les réservoirs de carburant, le système de contrôle et les mécanismes de guidage. Le lancement n'était pas simple. Chaque V2 nécessitait une installation mobile composée de plusieurs véhicules. L'un transportait la fusée, un autre le carburant, un autre les comburants et un autre encore le système d'allumage. Tous devaient se coordonner pour positionner la fusée en position verticale, la remplir de carburant et activer l'ensemble du système. Une fois prêt, l'allumage était effectué depuis un poste de commandement à l'aide de longs câbles situés à l'écart du site de lancement pour des raisons de sécurité. Le premier lancement réussi d'un V2 complet eut lieu le 3 octobre 1942. Il décolla de Peenemünde, monta à plus de 80 km d'altitude et atterrit à 180 km du point de lancement. Les Allemands prouvèrent ainsi la faisabilité de leur projet et que l'idée d'un missile balistique intercontinental n'était plus de la science-fiction. Dès lors, la production en série commença, avec l'idée de l'utiliser comme arme de représailles contre les villes alliées. Une fois le V2 en action, plus rien ne pouvait l'arrêter. Dès son allumage, il monta en ligne droite jusqu'à une altitude d'environ 80 ou 90 km, puis traça une courbe prononcée et descendit à grande vitesse. Dans la dernière ligne droite, le missile tomba à plus de 5000 km/h. À l'impact, on n'entendit rien avant l'explosion, car il se déplaçait à une vitesse supérieure à celle du son. Il était donc impossible de le détecter à temps et encore moins de l'arrêter avec les défenses antiaériennes existantes à l'époque. Contrairement au V1, dont le vol était relativement lent et le moteur bruyant, le V2 était invisible avant l'impact. On ignorait sa chute avant son explosion. Les Britanniques tentèrent d'utiliser un radar pour suivre sa trajectoire, mais son temps de réaction était si court qu'il s'avéra inutile. De plus, comme il volait si haut et si vite, il ne pouvait être intercepté par aucun avion. Londres fut la ville la plus durement touchée par ces attaques, bien que des roquettes aient également été tirées contre d'autres villes, comme Anvers. Au total, les V2 causèrent des milliers de morts et de blessés, ainsi que des dégâts matériels considérables. Bien que leur précision fût limitée et leur impact sur la guerre elle-même non décisif, l'impact psychologique fut profond. La population n'en fut pas avertie. Elle entendit seulement l'explosion et vit le désastre. Quant à la fabrication, le V2 n'était pas construit dans des usines ordinaires. Il était réalisé dans des tunnels souterrains, comme ceux de Mittelwerk, près de Nordhausen. Là, les fusées étaient reproduites avec l'aide de travailleurs forcés dont beaucoup étaient des prisonniers des camps de concentration. Les conditions étaient extrêmement dures. Des milliers de personnes sont mortes d'épuisement, de mauvais traitements ou d'accidents lors de l'assemblage des missiles. La production était organisée par le général Hans Kammler, chargé de diriger l'ensemble du système d'assemblage et de transport. La fusée était expédiée par train en pièces détachées, puis assemblée près du site de lancement. Cette mobilité conférait à l'Allemagne un avantage tactique certain, car elle empêchait les Alliés de détecter et de détruire les points de lancement avant leur utilisation. Une fois prête au tir, l'opération était délicate. Les réservoirs étaient remplis peu avant le décollage, car les liquides étaient instables. Tous les systèmes électriques, de pression et de contrôle étaient vérifiés. Une fois tout vérifié, l'allumage était activé depuis une console protégée. En quelques secondes, la fusée décollait, disparaissant dans le ciel dans une traînée blanche. Malgré sa complexité et les efforts nécessaires à sa fabrication et à son lancement, la V2 fut la première véritable fusée utilisée au combat. Elle fut également à l'origine de tous les missiles modernes. Après la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique, ont tous deux apporté des ingénieurs, des plans et des pièces pour lancer leurs propres programmes spatiaux et militaires. Le développement de fusées intercontinentales, de lancement de satellites et même de missions vers la Lune a débuté ici, grâce à la technologie V2. Radar, signaux secrets et guerre électronique du Troisième Reich. L'Allemagne commença la guerre avec un net avantage en matière de systèmes de détection à longue portée. L'un des premiers radars opérationnels fut le Freya, installé à des stations fixes sur la côte.
Il pouvait détecter les avions ennemis à plus de 100 km et alerter rapidement les centres de défense. Bien que manquant de précision dans le calcul de l'altitude, il était utile pour lancer des chasseurs. Plus tard, l'Allemagne développa le radar de Würzburg plus précis. Ce radar, doté d'une antenne parabolique, servait principalement à diriger les tirs d'artillerie antiaérienne. Il était relié à des systèmes optiques et mécaniques permettant de suivre les cibles mobiles. Des centaines de ces appareils furent placés à des endroits stratégiques, aux côtés de projecteurs et de canons. Parallèlement, des travaux furent menés sur les radars destinés aux avions de chasse de nuit. Le plus répandu était le radar Liechtenstein, monté à l'avant des chasseurs. Il permettait aux pilotes de localiser les bombardiers ennemis dans l'obscurité grâce aux échos réfléchis. Cette avancée transforma radicalement les opérations aériennes nocturnes, jusque-là quasi aveugles. Il existait également un radar maritime, appelé SITACT, installé sur les navires de guerre. Son fonctionnement était similaire à celui du Freya, mais adapté à une utilisation en mer. Il permettait de localiser les navires et les avions ennemis plus rapidement que par observation directe. Il fut utilisé sur les croiseurs et les cuirassés au début du conflit. Outre le radar, les Allemands utilisaient des appareils de radionavigation. L'un des plus connus était le système Knickebein, qui transmettait des signaux depuis le sol sous forme de faisceaux croisés. Lorsqu'un bombardier survolait ces signaux croisés, le pilote savait qu'il était temps de larguer ses bombes. Cette technique permettait d'attaquer avec plus de précision sans avoir besoin de voir la cible. Ce système fut suivi par des systèmes plus complexes, tels que le X-Geray et le Guy-Geray, qui combinaient radio et chronométrage pour calculer le moment exact du largage. Ils étaient utiles lorsque les conditions météorologiques rendaient difficile la visualisation des cibles depuis les airs. Bien que les Britanniques les aient brouillés, ces appareils ont bien fonctionné pendant un temps. Lorsque les Alliés commencèrent à recourir à des contre-mesures, les Allemands réagirent par des améliorations. Le radar SN2 fut introduit, une version plus puissante du radar Liechtenstein, offrant une plus grande portée et moins d'interférences. Les fréquences furent également ajustées pour éviter le brouillage. Ces nouvelles versions furent principalement utilisées sur les chasseurs de nuit. Les Britanniques avaient commencé à utiliser des bandes métalliques, appelées Windows, larguées depuis des avions pour générer de faux signaux radar. En réponse, les techniciens allemands développèrent des filtres et des techniques permettant de distinguer les vrais échos des faux. Malgré cela, la saturation de l'espace par de faux signaux entravait la défense aérienne. Au sol, des récepteurs furent également conçus pour localiser les transmissions ennemies. Un système, appelé Corfu, détectait les signaux radars alliés tels que ceux du H-2S utilisés par les bombardiers britanniques. Une fois un avion localisé par son radar actif, il pouvait être suivi par l'artillerie antiaérienne ou des avions de chasse envoyés en recherche. Les sous-marins étaient également équipés de systèmes d'alerte. Des dispositifs étaient installés pour les avertir de l'approche d'un radar ennemi. Étaient en train de chercher. De cette façon, les sous-marins pouvaient s'immerger avant d'être détectés par les avions alliés. Ces capteurs ne bloquaient pas le signal, mais leur permettaient de s'échapper à temps. Concernant les communications, l'armée allemande utilisait des radios à courte et longue portée avec différents niveaux de cryptage. Les signaux importants étaient transmis via le système Enigma, qui utilisait des rotors internes pour modifier les lettres du message. Sa configuration était différente chaque jour, bien qu'initialement indéchiffrable. Le code fut finalement déchiffré par les Alliés. Pour un usage tactique, les véhicules étaient équipés de radios plus petites. Les chars étaient équipés d'interphones internes et d'antennes externes. Les pelotons pouvaient communiquer avec leurs commandants à l'aide d'appareils portables, bien que leur portée fût limitée. La qualité du son dépendait de la zone, de la météo et des interférences. Tout au long de la guerre électronique a pris une importance croissante. Ce n'était pas seulement la puissance de feu qui comptait, mais aussi la capacité à voir, détecter et désorienter l'ennemi en premier. L'Allemagne avait un avantage initial dans ce domaine, mais les Alliés ont rapidement suivi en réalisant leurs propres avancées. Fritz X, Mistel et HS 293. Les bombes que l'Allemagne contrôlait à distance. L'une des idées les plus avancées de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale consistait à guider les bombes depuis un avion vers une cible mobile. Jusque-là, les bombes étaient larguées à vue, d'une certaine hauteur, par chance ou par calcul, mais sans possibilité de corriger leur direction une fois en l'air.
Les techniciens allemands proposèrent alors de pouvoir déplacer la bombe pendant sa chute afin de la rendre plus précise. Le premier modèle sérieux fut le Fritz X, une bombe très similaire à une bombe standard de 1400 kg, mais dotée de petites ailes cruciformes et d'une queue à surface mobile. L'engin était largué d'une altitude relativement élevée et contrôlé par le mitrailleur de l'avion grâce à une sorte de joystick qui envoyait des signaux par radio. Pour suivre la bombe, la queue était peinte en blanc et l'opérateur l'observait grâce à un viseur optique. En déplaçant la commande, il pouvait corriger sa trajectoire si elle déviait de sa trajectoire. C'était un système primitif, mais il fonctionnait. Il fut utilisé avec succès pour la première fois en septembre 1943, lorsqu'ils coulèrent le Roma, un cuirassé italien qui naviguait vers l'Afrique du Nord après avoir signé sa capitulation aux Alliés. Une autre bombe guidée était la HS-293, plus légère mais dotée d'un petit moteur fusée qui s'allumait après le largage. Cela lui conférait une plus grande portée horizontale et lui permettait de voler vers sa cible presque comme un avion. Comme la Fritz X, elle était également contrôlée par des signaux radio émis par l'avion lanceur. L'opérateur la guidait à distance vers sa cible, en particulier les navires ennemis en mer. Le HS-293 fut utilisé à plusieurs reprises contre des convois alliés, notamment dans la Manche et l'Atlantique. Les Britanniques, réalisant qu'il était radioguidé, tentèrent de brouiller le signal avec des moyens électroniques. Cela réduisit son efficacité, sans toutefois l'éliminer complètement. Plusieurs navires furent endommagés ou coulés par ces armes. Il existait un autre système encore plus étrange, appelé Mistel, qui consistait à joindre deux avions, un grand en dessous, chargé d'une énorme bombe dans le nez, et un petit au-dessus, dirigé. Le pilote était assis en haut et, une fois proche de la cible, il larguait l'avion-bombe qui s'écrasait et explosait avec une charge explosive. Il était utilisé pour attaquer ponts, navires et fortifications. Ces trois types de bombes guidées démontraient que l'Allemagne était très en avance sur des idées aujourd'hui courantes. Bien qu'encombrantes et difficiles à utiliser, elles démontraient que le concept de missile guidé était déjà en place avant la fin de la guerre. Malgré cela, l'impact de ces armes fut considérable. Le naufrage du Roma, causé par un Fritz X, en fut un parfait exemple. À d'autres occasions, des convois entiers durent changer de cap ou suspendre leurs opérations, sachant que la zone était dangereuse pour ce type d'attaque. Le Mistel, en revanche, était plus complexe à utiliser. Ce petit avion, sans pilote et bourré d'explosifs, pouvait dévier de sa trajectoire en cas de défaillance de son système d'amarrage ou de guidage. Difficile également de dissimuler un appareil aussi imposant, ce qui le rendait peu adapté aux attaques surprises. Malgré cela, des missions furent couronnées de succès, notamment contre des ponts et des positions renforcées. Jet nazi, les avions arrivaient trop tôt. L'une des plus grandes prouesses techniques allemandes pendant la guerre fut de faire voler un avion de chasse à réaction. Les Alliés y travaillaient également, mais les Allemands furent les premiers à y parvenir véritablement. Le modèle qui fit la différence fut le Messerschmitt Me-262, un chasseur bimoteur qui volait beaucoup plus vite que n'importe quel avion à hélice de son époque. Le développement des moteurs à réaction avait commencé avant la guerre. En Allemagne, les travaux étaient menés par les entreprises Heinkel et Junkers qui cherchaient à utiliser des gaz à haute pression pour faire tourner une turbine et générer de la poussée. Au début, la tâche était difficile, les matériaux s'usaient rapidement, les pièces surchauffaient et les tests échouaient fréquemment. Mais peu à peu, les problèmes furent résolus. Le premier avion allemand à voler avec un moteur à réaction fut le Heinkel E-178 en août 1939. Il s'agissait d'un petit avion expérimental, construit uniquement pour prouver le fonctionnement du système. Plus tard, le Heinkel E-280, également équipé de deux moteurs à réaction, vola bien, mais ne fut jamais utilisé au combat, la Luftwaffe ayant décidé d'investir dans le projet de Messerschmitt. Le Me-262 commença à prendre forme en 1940, mais ce n'est qu'en 1942 qu'il réalisa un vol véritablement utile. Au début, les problèmes avec les moteurs persistèrent. Ils tombaient rapidement en panne, ne duraient que 20 heures et nécessitaient un entretien constant. Malgré cela, c'était l'avion le plus rapide du monde à l'époque. Il dépassait les 850 km/h, une vitesse impossible pour un chasseur à hélice. Il possédait 4 canons dans le nez et pouvait facilement détruire des bombardiers.
Outre le Me-262, il existait d'autres avions à réaction intéressants. L'Arado-R 234 fut le premier bombardier à réaction au monde. Doté de 2 moteurs d'aile, il pouvait voler si haut et si vite qu'il était quasiment impossible à intercepter. Il était utilisé pour des missions de reconnaissance et pour larguer des bombes, quoique en petit nombre. Il y eut également le projet Ortenau 229, un avion en forme d'aile volante, sans fuselage ni empennage. Conçu comme chasseur à faible radar, il ne dépassa jamais le stade des essais. Sa conception était si avancée que, des décennies plus tard, il servit d'inspiration pour les avions furtifs. Le Me-262 était non seulement rapide, mais aussi stable, maniable et suffisamment puissant pour abattre des bombardiers lourds. Lorsqu'il piquait du ciel, il était quasiment impossible pour un avion ennemi de l'éviter. Les pilotes de chasseurs conventionnels ne pouvaient pas le suivre, mais s'il présentait de nombreux avantages, il avait aussi ses limites. L'un d'eux était que les moteurs mettaient beaucoup de temps à réagir lorsque le pilote accélérait, ce qui rendait le décollage et l'atterrissage difficiles. De plus, si l'avion bougeait brusquement, les moteurs pouvaient s'arrêter automatiquement. L'usure des matériaux intérieurs ne justifiait que quelques dizaines d'heures avant de devoir être remplacé. Malgré tout, le Me-262 participa au combat en 1944. Il attaqua en petits groupes et parvint à infliger de lourds dégâts, notamment contre les bombardiers alliés. Mais il était trop tard. Malgré sa technologie largement supérieure, l'Arado-R 234 manquait de pilotes entraînés et de carburant pour en tirer pleinement parti. Au départ, il ne possédait pas de train d'atterrissage classique, mais un train d'atterrissage amovible qui se détachait après le décollage et atterrissait sur des patins. Plus tard, des roues rétractables furent ajoutées pour lui permettre d'opérer sur des pistes conventionnelles. Ce bombardier était rapide, mais il ne pouvait emporter que peu de bombes et sa précision de largage était limitée. Il démontra cependant que les avions à réaction pouvaient avoir des applications au-delà du combat direct. Le Ortenau 229, bien que non achevé à temps pour le combat, était l'un des modèles les plus remarquables. Sa forme en aile de chauve-souris le rendait difficile à détecter au radar. Seuls quelques prototypes furent construits et l'un d'eux fut transporté aux États-Unis après la guerre pour y être étudié. Tous ces modèles confirmèrent que l'Allemagne était pleinement entrée dans l'ère des avions à réaction. Si ces avions ne modifièrent pas le cours du conflit, ils ouvrirent la voie à la suite. Les chasseurs, bombardiers et avions espions qui voleraient au cours des décennies suivantes emprunteraient de nombreuses idées à ces premiers prototypes allemands. Prototype impossible, les idées les plus étranges du Troisième Reich. L'Allemagne ne s'est pas contentée de travailler sur des armes conventionnelles. Elle a également donné le feu vert à une longue liste de projets expérimentaux allant du plus logique au plus insolite. Nombre d'entre eux sont restés à l'état de croquis ou de tests initiaux, mais ils reflétaient un intérêt pour la recherche de solutions originales à un conflit qui s'éternisait plus longtemps que prévu. Parmi ces projets figurait le BA-349 Natter, un avion très inhabituel qui décollait verticalement d'une tour. Il était conçu pour être piloté directement dans une formation de bombardiers ennemis par un seul pilote. Il était équipé de fusées à propergol solide pour la montée, d'un moteur principal s'allumant en vol et d'un cockpit amovible permettant au pilote de sauter en parachute après le tir de sa charge utile. En théorie, il était réutilisable, mais en pratique, un seul vola avec un pilote à bord et l'accident se termina. Autre conception curieuse, le DFS 346, un avion fusée aux ailes fines, conçu pour voler à des vitesses proches de Mach 2. Il fut développé à l'aide de données recueillies par le pilote d'essai Lippisch. L'avion était lancé depuis un autre avion en vol, puis allumait son moteur fusée pour atteindre de hautes altitudes. Il n'entra jamais en service, bien que l'idée fût reprise par l'Union soviétique après la guerre. Des études furent également menées sur les ailes volantes, les planeurs armés et les chasseurs fusées. Le Me-163 Comet fut l'un des rares à être utilisé au combat. Petit, en forme d'ogive, il utilisait un carburant hypergolique qui explosait au contact. Il montait extrêmement vite et pouvait atteindre plus de 900 km/h, 560 miles par heure, mais son autonomie n'était que de quelques minutes. Après l'attaque, il planait jusqu'au sol, où il était très vulnérable. Malgré sa vitesse, le Me-163 ne connut pas un grand succès.
Son moteur était dangereux, l'atterrissage difficile et les attaques inefficaces, car tirer à grande vitesse sans stabilisation ne garantissait pas d'atteindre la cible. De nombreux pilotes périrent suite à des pannes de système ou à des accidents à l'atterrissage. Une autre invention inhabituelle fut le Škoda Kóba SK-P14, une sorte de torpilleur ailé et habité, équipé d'un statoréacteur et conçu pour des missions suicides. Il ne dépassa jamais le stade de prototype, mais il témoigna de l'acharnement avec lequel on cherchait de nouvelles idées. Des propositions de bombardiers colossaux furent également avancées, comme le Junkers Ju 390, une version allongée du Ju 290 capable, en théorie, d'effectuer un aller-retour entre l'Amérique et l'Allemagne. Seuls quelques exemplaires furent construits pour des essais. Dans le même ordre d'idées étranges figurait le Flugzeugträger Graf Zeppelin, un porte-avions que l'Allemagne avait commencé à construire mais n'avait jamais achevé. Malgré les progrès de l'ingénierie navale, le projet fut annulé à plusieurs reprises et resta finalement inutilisé. L'Allemagne n'avait aucune expérience réelle des opérations navales de ce type et sa priorité était ailleurs, les sous-marins et la défense aérienne. Du côté des sous-marins, de nouvelles idées étaient également envisagées. Des sous-marins de type 21 furent conçus, capables de rester immergés plus longtemps grâce à des batteries plus puissantes et à une coque plus hydrodynamique. Bien qu'arrivés tardivement dans la guerre, ils ouvrirent la voie aux sous-marins modernes. Certains furent capturés intacts et étudiés par les États-Unis et l'Union soviétique. Des expériences furent également menées avec des missiles solaires comme le Wasserfall, qui utilisait une technologie similaire à celle du V2, mais de plus petite taille. L'idée était de pouvoir intercepter les bombardiers ennemis depuis le sol. Ce missile était doté d'un guidage radio, mais ne fut jamais utilisé en opération. Le projet fut abandonné, bien qu'il ait servi de base aux missiles anti-aériens des décennies suivantes. Les efforts déployés pour développer de nouvelles armes étaient colossaux, mais aussi chaotiques. De nombreux projets se chevauchaient, le financement manquait et les informations n'étaient pas toujours partagées entre les équipes. Les contraintes de temps et les bombardements incessants sur les usines et les installations entravaient encore davantage les progrès. À la fin de la guerre, les Alliés découvrirent des archives remplies de croquis, de maquettes, de moteurs et de pièces inachevées. Tous ces éléments furent rassemblés et transportés dans différents pays pour y être analysés. Nombre de ces idées, qui semblaient fantaisistes à l'époque, furent ensuite reprises avec succès. Bien que la plupart de ces prototypes n'aient jamais été utilisés au combat, ils témoignaient d'une approche radicale de l'innovation militaire. Plutôt que d'améliorer l'existant, ils cherchèrent des voies totalement différentes. Le soldat parfait, des armes et un équipement personnel en avance sur leur temps. Tout au long du conflit, de nombreuses nouvelles armes de poing ont été conçues et fabriquées, recherchant une plus grande puissance, une plus grande précision et une plus grande facilité d'utilisation. L'un des plus importants fut le Sturmgewehr 44, sans doute le premier fusil d'assaut au monde. Cette arme combinait la cadence de tir rapide d'une mitrailleuse et la maniabilité d'un fusil. Elle tirait des munitions à canon intermédiaire, permettant un meilleur contrôle des tirs en rafale. Plus courte qu'un fusil traditionnel, elle était plus efficace au corps à corps. La conception du STG-44 répondait directement aux besoins du front de l'Est, où les soldats affrontaient des ennemis à courte distance, souvent en milieu urbain ou forestier. L'armée avait besoin d'une arme offrant un volume de tir supérieur à celui d'un fusil standard, sans le poids et le recul d'une mitrailleuse. Outre le STG-44, d'autres armes individuelles furent développées. Par exemple, le MP-40, un pistolet mitrailleur automatique à chargeur droit et crosse repliable, était largement utilisé par les troupes d'assaut et les parachutistes. Bien que moins précis à longue portée, il était performant au corps à corps. Une autre innovation fut l'utilisation de lance-grenades portables comme le Panzerfaust. Il s'agissait d'un tube jetable tirant une charge creuse capable de pénétrer le blindage des chars alliés. Son utilisation ne nécessitait aucune formation complexe. Un simple soldat pouvait l'utiliser sans formation particulière. Le Panzerschreck, quant à lui, était plus grand, rechargeable et doté d'un bouclier protecteur, mais remplissait une fonction similaire. Des mines à main, des charges adhésives, des couteaux spéciaux et divers types de grenades, comme la grenade à poignée classique, plus facile à lancer, ont également été conçus.
Des fusils à lunettes pour tireurs d'élite et des modèles spécialement conçus pour la neige, le désert ou les environnements humides ont également été produits. L'Allemagne a même exploré les armes silencieuses, avec des pistolets équipés de silencieux et de balles subsoniques. Ce type d'équipement était utilisé par des unités spéciales, des espions ou des missions de sabotage derrière les lignes ennemies. Bien que limité en nombre, il démontrait à quel point tous les types de scénarios étaient envisagés. Outre les armes, des recherches furent menées pour améliorer l'équipement des soldats. Des uniformes adaptés à différents climats furent introduits avec des tissus résistants au froid extrême ou à l'humidité. La Waffen-SS, par exemple, utilisait des uniformes de camouflage, une pratique peu courante dans les autres armées de l'époque. Ces modèles visaient à mieux dissimuler les combattants dans les environnements boisés ou enneigés. Des lunettes de vision nocturne expérimentales furent également développées. Le système utilisait la lumière infrarouge, réfléchie par un projecteur, captée par une lentille spéciale. Ces lunettes, volumineuses et lourdes, n'étaient remontées que sur des véhicules ou des armes fixes. Elles n'en étaient néanmoins qu'un avant-goût de ce qui allait devenir courant. Les chars Panther testèrent même cet équipement en combat nocturne, quoique en nombre très limité. Des programmes furent mis en œuvre pour améliorer les trousses de premiers secours individuels, fournissant aux soldats des analgésiques, des pansements adhésifs et des traitements de base contre les infections. Les casques furent également modernisés, utilisant de l'acier moulé, offrant une meilleure absorption des chocs. Le design du casque allemand était si pratique que de nombreux pays en imitèrent la forme des années plus tard. Un autre aspect des progrès concernait la communication. Des radios portables plus petites furent introduites pour les escouades, permettant une meilleure coordination des mouvements. Des casques audio étaient également disponibles pour les tankistes et les artilleurs. Bien que rudimentaires, comparés à ceux d'aujourd'hui, ils étaient supérieurs à ceux utilisés par les autres armées de l'époque. Les parachutistes allemands, les Fallschirmjäger, recevaient un équipement spécifique. Ils portaient des casques coupés, des genouillères et des armes compactes comme le FG-42, une combinaison de fusils automatiques et de mitrailleuses légères, conçues spécialement pour eux. Ce modèle permettait de tirer à l'épaule ou en position couchée et était équipé d'une baïonnette repliable. Des drogues furent même explorées pour maintenir les soldats éveillés ou améliorer leur résistance à la fatigue. Certains soldats recevaient des pilules de méthamphétamine pour supporter de longues marches sans sommeil. Malgré de graves effets secondaires, cette méthode était alors considérée comme une solution temporaire pour maintenir l'élan au front. La combinaison de l'innovation technique et de la pression de la guerre conduisit l'Allemagne à développer, en quelques années, une grande variété d'outils de combat personnel. Si nombre d'entre eux n'ont pas changé l'issue du conflit, plusieurs ont influencé l'armement et l'équipement du soldat moderne. Sous-marins miniatures et armes suicides, les derniers paris navals d'Hitler. Dans les dernières phases de la guerre, l'Allemagne commença à tester des embarcations monoplaces. L'une des premières fut la Neger, qui n'était en réalité qu'une torpille modifiée. Elle avait la même forme qu'une torpille G-7E standard, mais sur le dessus se trouvait un cockpit en acrylique où le pilote était assis en position allongée. Ce pilote utilisait un simple périscope pour guider le véhicule et sa seule mission était d'approcher un navire ennemi, de viser du mieux qu'il pouvait, puis de larguer la véritable torpille, montée juste en dessous. Il n'y avait aucun moyen de sortir si l'engin tombait en panne ou se retrouvait coincé. Ce modèle était alimenté par batterie et sa portée était très limitée. Il n'offrait également aucune protection réelle contre les tirs ou les explosions à proximité. Son utilité résidait dans sa capacité à s'approcher silencieusement et à attaquer par surprise. Bien que de nombreux pilotes aient été tués lors de ces missions, certains ont réussi à couler de petits navires. L'idée était de l'utiliser comme torpille humaine, sans que l'opérateur ne s'écrase directement dessus. Vint ensuite le Marder, une amélioration du Neger. Il possédait la même base mais pouvait plonger de quelques mètres, ce qui lui offrait davantage de possibilités d'approche sans être détecté. Il était également électrique et ses commandes étaient très simples. Dépourvu d'équipement de rentrée, le pilote savait que sa vie était en danger dès son émergence. Un autre appareil était le Molch, qui ressemblait davantage à un sous-marin miniature. Il mesurait environ 8 mètres et avait une forme allongée.
Il était entièrement immergé, bien que très proche de la surface. Il était manœuvré par une seule personne et armé de 2 torpilles actives à l'avant. Sa portée était courte et sa manœuvrabilité limitée, ce qui le rendait très difficile à utiliser dans des eaux à courant ou avec des défenses actives. Les Molch furent principalement utilisés en Méditerranée et bien que conçus pour des opérations de grande envergure, leurs résultats furent médiocres. Nombre d'entre eux manquèrent leur cible ou furent détruits avant même le tir. Malgré cela, des dizaines d'exemplaires furent fabriqués, le commandement allemand voulant par tous les moyens stopper les convois alliés. Parallèlement, le Biber, un autre sous-marin de poche légèrement plus sophistiqué, fut construit. Celui-ci pouvait déjà accueillir 2 personnes, même si une seule était presque toujours présente. Il était équipé d'un petit moteur diesel pour la navigation en surface et d'un moteur électrique pour la navigation sous-marine. Contrairement au Molch, le Biber pouvait plonger plus profondément et parcourir de plus longues distances. Il transportait également 2 torpilles sur ses flancs. Son point faible résidait dans ses fuites fréquentes et la visibilité depuis le cockpit était quasi nulle. Les Biber étaient lancés depuis les ports côtiers pour attaquer les navires près de l'Angleterre et dans la Manche. Mais comme pour les autres modèles, le taux de réussite était très faible. Certains coulaient avant d'atteindre le port, d'autres étaient détectés par radar et plusieurs déviaient de leur trajectoire et tombaient en panne sèche. La conception de ces armes témoignait d'un mélange de désespoir et de créativité. Elles furent développées en peu de temps à partir de pièces recyclées ou adaptées d'autres avions. Leur utilité militaire était limitée, mais elles représentaient une forme de guerre non conventionnelle que l'Allemagne tenta d'exploiter dans les dernières années du conflit. Les attaques étaient coordonnées par des unités spéciales, utilisant souvent des remorqueurs ou des navires-mers pour rapprocher les petits sous-marins de la cible. Les missions étaient menées de nuit, sans communication avec la base et avec des instructions minimales. Bien que ces modèles fussent loin d'être comparables aux grands sous-marins traditionnels, ils étaient beaucoup moins chers, plus faciles à produire et ne nécessitaient pas d'équipage nombreux. En théorie, ils pouvaient opérer dans des zones inaccessibles aux sous-marins classiques, comme les ports ou les sites de débarquement alliés. Mais parmi les centaines d'appareils lancés, seuls quelques-uns parvinrent à atteindre une cible. Le commandement nazi maintint ses opérations jusqu'à l'année dernière, espérant ainsi au moins retarder l'avancée des Alliés. Un autre appareil testé durant ces mêmes années était le Linz Launch, un petit bateau à moteur conçu pour des missions de frappe contre les navires ennemis. Il ne s'agissait pas d'un sous-marin, mais plutôt d'une sorte de bateau explosif manœuvré par un seul membre d'équipage. Sa construction était assez simple, une coque légère, un siège avec des commandes de base et une charge explosive fixée à la proue. Le pilote dirigeait le bateau à pleine vitesse vers la cible. Juste avant l'impact, il sautait à l'eau et laissait le navire poursuivre sa route. La charge explosait au contact de la cible ou à l'activation d'un détonateur de proximité. Dans de nombreux cas, sauter ne garantissait pas la survie. Il y avait un risque d'être touché par l'explosion ou par les tirs ennemis. Ce type d'attaque exigeait des conditions très particulières. Les bateaux Linz fonctionnaient mieux dans les zones mal gardées ou lors de missions surprises. Ils se déplaçaient rapidement, mais étaient visibles et vulnérables aux tirs. Parfois, ils étaient lancés par groupes de 3, 2 attaquaient directement et le 3e servait de renfort ou récupérait le pilote qui avait sauté à l'eau. On sait qu'ils ont été utilisés dans divers ports d'Europe du Nord. Les résultats ont été très variables. Certaines missions ont réussi à couler des navires ancrés ou à endommager des structures portuaires, mais de nombreux bateaux ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Malgré cela, le commandement allemand a continué à s'appuyer sur ce type de ressources, estimant que des dégâts stratégiques pouvaient être causés avec des ressources limitées. En général, toutes ces armes, sous-marins de poche, torpilles humaines et embarcations explosives, faisaient partie d'une stratégie désespérée visant à stopper l'avancée des Alliés durant les dernières années du conflit. Elles furent construites rapidement, avec des matériaux facilement disponibles et sans permettre de longs essais. La formation des opérateurs était rudimentaire. Sur le papier, ces unités spéciales faisaient partie de ce qu'on appelait les Kleinkampfverband, une force dédiée au sabotage et aux attaques à l'aide de petits véhicules. La plupart du temps, elles opéraient sans soutien aérien ni couverture navale. Elles ne disposaient que d'ordres écrits, d'instructions sur les cibles et au mieux d'une carte.
L'utilisation de ces armes n'était pas secrète, mais elle était gérée discrètement. Les rapports officiels faisant état de pertes ou d'échecs étaient évités. Les pilotes survivants rentraient par leurs propres moyens, si possible, ou étaient récupérés par des sous-marins ravitailleurs. Il n'existait aucune structure de sauvetage organisée. Nombre d'entre eux disparurent sans laisser de traces. Le niveau technique de ces engins était inférieur à celui d'autres armes allemandes plus sophistiquées, comme les roquettes ou les avions à réaction. Mais leur importance résidait dans le message. L'Allemagne était prête à poursuivre le combat par tous les moyens, même si cela impliquait d'envoyer un seul homme avec une bombe en mission quasi sans retour. Il ne s'agissait pas de simples expériences. Il s'agissait d'armes réelles, construites, livrées et utilisées au combat. Plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui conservées dans des musées, témoins de cette étape ultime où toute tentative d'arrêter l'ennemi était acceptée, aussi improbable soit-elle. L'arme qui n'a pas existé, la bombe atomique nazie. Dans les années 330, des études menées par des scientifiques européens indiquaient déjà que la fission du noyau atomique libérait une énorme quantité d'énergie. Ces données provenaient de recherches menées par des scientifiques européens. Lorsque la guerre éclata, l'Allemagne tenta d'utiliser cette idée comme arme, mais ne progressa pas autant que d'autres pays. La principale raison était que l'équipe responsable ne recevait pas les ressources ni le soutien nécessaire. Le projet atomique allemand fut initialement géré par l'armée, puis repris par une section du ministère de l'Éducation. Le physicien Werner Heisenberg était l'un des responsables des recherches. Son groupe comprenait bien les principes, mais se heurta à de nombreux obstacles. Il lui manquait des matériaux essentiels comme l'uranium pur et l'eau lourde, nécessaires au maintien d'une réaction en chaîne stable. L'uranium naturel devait être traité pour séparer l'isotope utile, une étape longue et exigeant une technologie que l'Allemagne n'avait pas encore totalement maîtrisée. L'eau lourde, utilisée comme modérateur dans les réacteurs, provenait d'une usine norvégienne, mais les Alliés sabotèrent sa production et son transport à plusieurs reprises. L'idée était d'utiliser l'une de ces méthodes pour générer une réaction contrôlée, puis la transformer en explosion. Mais sans les matériaux adéquats, le projet progressa lentement. De plus, au sein du régime nazi, le potentiel de cette arme n'était pas reconnu par tous. Certains pensaient que cela prendrait trop de temps ou que cela ne valait pas la peine par rapport à d'autres armes déjà en développement. Durant les premières années, des essais furent menés avec de petits réacteurs expérimentaux. Le modèle incluait des blocs d'uranium immergés dans de l'eau lourde pour voir si une réaction soutenue pouvait être obtenue. Mais les résultats furent limités. Aucun de ces réacteurs ne fonctionna jamais pleinement. Les calculs montrèrent que des quantités d'uranium bien plus importantes étaient nécessaires et qu'elles n'étaient pas facilement disponibles. Pendant ce temps, les États-Unis avaient déjà lancé le projet Manhattan, avec beaucoup plus de fonds, de scientifiques et d'usines. L'Allemagne ne disposait d'aucun équipement de cette envergure. L'équipe d'Heisenberg était isolée, sans accès aux matériaux ni aux recherches internationales. Les réunions se tenaient en secret et il n'y avait aucune collaboration avec les autres pays de l'Axe. À mesure que la guerre progressait, le projet atomique passa au second plan. Le haut commandement avait besoin d'armes pouvant être fabriquées et utilisées rapidement. Missiles, avions à réaction et sous-marins étaient prioritaires. Le programme nucléaire restait une expérience sans application immédiate. Alors que les Alliés progressaient en Europe, ils prenaient très au sérieux la possibilité que l'Allemagne possède une bombe atomique. Des équipes spéciales furent mises sur pied pour rechercher les usines, les laboratoires et les dépôts liés à l'énergie nucléaire. L'opération Alsos, par exemple, visait à sécuriser tout ce qui concernait l'uranium ou l'eau lourde avant qu'ils ne tombent aux mains des Soviétiques. Au cours de leur mission, ils ont découvert des centres de recherche comme celui de Hechingen, où l'équipe d'Heisenberg avait mené ses essais les plus avancés. Ils ont également découvert des documents, des prototypes de réacteurs et de petites quantités d'uranium. Cependant, les inspecteurs ont réalisé que le projet allemand était loin de produire une arme fonctionnelle. Les calculs des scientifiques allemands étaient théoriquement corrects, mais les ressources étaient insuffisantes pour provoquer la réaction en chaîne nécessaire à une explosion atomique. L'uranium se présentait sous forme de petits blocs métalliques bruts ou de poudre. L'eau lourde était dispersée dans des réservoirs. Il n'existait aucun assemblage capable de générer une explosion nucléaire. Parallèlement, on découvrit que de nombreux scientifiques du projet, dont Heisenberg,
ignoraient tout de l'avancement du projet Manhattan. Ils furent choqués d'apprendre que les États-Unis avaient bel et bien réussi une détonation. Des conversations secrètement enregistrées après leur capture indiquèrent qu'ils pensaient que cela ne se produirait pas avant des années. L'un des principaux problèmes résidait dans l'absence de structure claire. Le commandement nazi n'avait jamais établi de chaîne de direction efficace pour le projet atomique. Chaque groupe travaillait indépendamment, sans lien avec d'autres secteurs clés, comme l'industrie lourde ou l'armée. De plus, la méfiance interne et les conflits interministériels conduisirent au blocage ou à la mauvaise gestion des ressources. Ainsi, lorsque l'Allemagne capitula, il n'y avait ni bombes en construction, ni plans immédiats. Il n'y avait que des idées, des formules et des maquettes. Certains scientifiques furent emmenés aux États-Unis ou au Royaume-Uni pour interrogatoire. D'autres restèrent en Allemagne, sous surveillance. La fusée nazie qui voulait traverser l'espace pour attaquer l'Amérique. En 1944, alors que le cours de la guerre tournait déjà contre le Troisième Reich, certains concepteurs allemands commencèrent à regarder au-delà du champ de bataille. Parmi eux, Eugen Senger qui, avec Irene Brett, travailla sur un projet de vol sans précédent. Il souhaitait construire un navire capable de traverser l'Atlantique sans être touché, et ce, sans emprunter la voie classique de l'avion. Leur proposition était un avion-fusée capable de s'élever presque hors de l'atmosphère avant de rebondir dessus. Le modèle fut baptisé Silbervogel, ce qui signifie « oiseau d'argent ». Son design ressemblait à celui d'un avion. Allongé, avec des ailes courtes et sans hublot, l'engin était lancé depuis une rampe inclinée à l'aide de fusées afin qu'il prenne suffisamment de vitesse pour décoller. Une fois en l'air, le moteur principal le propulserait jusqu'à l'altitude souhaitée. Puis, il descendrait légèrement, percuterait l'atmosphère, puis remonterait. Il poursuivrait ainsi sa route, effectuant de longs sauts, jusqu'à atteindre l'autre bout du monde. Cette forme de vol, dite suborbitale, n'était pas de la science-fiction. D'après les calculs de l'équipe, le Silbervogel pouvait atteindre des vitesses extrêmement élevées, évitant les intercepteurs et les systèmes de défense ennemis. L'objectif initial était de bombarder des villes lointaines, comme New York, avec une seule charge explosive. Bien qu'il n'ait jamais été fabriqué, la théorie était solide. Pour que ce type d'appareil fonctionne, il fallait des matériaux hautement résistants à la chaleur. Chaque rebond dans l'atmosphère générait une friction énorme. Les ingénieurs savaient que cela pouvait faire fondre des parties du fuselage si les revêtements appropriés n'étaient pas utilisés. Il fallait également un contrôle précis de la trajectoire et de la vitesse. S'il montait trop haut, il risquait de perdre son élan et de ne pas retrouver l'angle correct. S'il descendait trop bas, il pouvait se briser sous la pression de l'air. Le concept n'a jamais dépassé le stade du papier. Malgré cela, les documents sont parvenus aux Alliés après la guerre. Les ingénieurs qui ont examiné ces plans ont reconnu l'exactitude des calculs. En fait, l'idée était si avancée qu'elle a inspiré, des années plus tard, d'autres projets spatiaux aux États-Unis et en Union soviétique. L'idée d'utiliser des vols de rebond atmosphérique a refait surface dans les programmes d'exploration spatiale. En Allemagne, le Silbervogel n'était pas une priorité. Comparé aux missiles V1 ou V2, déjà en production, ce nouveau modèle semblait lointain. Le Troisième Reich n'était pas en mesure d'investir dans une technologie qui nécessitait encore des années de développement. Cependant, le simple fait qu'il ait été planifié témoigne du niveau d'ambition qui régnait dans certains milieux. Ce projet n'était pas le seul à tenter de s'affranchir des limites traditionnelles du combat aérien. D'autres formes d'aéronefs sans pilote furent également envisagées, notamment des avions aux conceptions non conventionnelles et des fusées capables d'atteindre de grandes altitudes. Mais le Silbervogel était le plus radical de tous. Il visait à s'envoler de la planète, ne serait-ce que pour quelques secondes, puis à revenir des hauteurs et à frapper avec précision. Aucun prototype ne fut construit. Tout resta à l'état de calcul, de croquis et de maquettes. Mais s'il avait été réalisé, le résultat aurait été l'une des machines les plus étranges et les plus avancées de son époque. La particularité du Silbervogel réside dans le fait qu'il ne s'agissait pas d'un simple concept, mais d'un ensemble de données concordantes. Techniquement, c'était possible. Il ne manquait que le temps, l'argent et un lieu pour le tester. À la fin de la guerre, nombre de ces ingénieurs furent recrutés par d'autres puissances. Le projet Silbervogel, bien qu'oublié du grand public, fut analysé par des experts étrangers qui en percevirent rapidement le potentiel.
Ainsi, une idée née dans les derniers jours du Troisième Reich a fini par influencer silencieusement la course à la conquête spatiale. En fin de compte, ce qui distingue l'Allemagne nazie n'est pas seulement le nombre d'armes qu'elle a développées, mais aussi le type d'idées qu'elle est prête à tester. En pleine débâcle, elle mise sur tout, des projets réalistes aux expériences presque vaines. C'est une période marquée par l'urgence, l'improvisation et l'obsession d'aller toujours plus loin, quoi qu'il arrive. Les risques. Après la guerre, nombre de ces idées ont été dispersées, d'autres copiées, et certaines ont fini dans des musées. Il en est resté un exemple clair de ce qu'une puissance militaire peut accomplir lorsqu'elle est prête à tout tenter, même lorsqu'elle n'a plus rien à perdre.